n'était pas forcément, d'actualité il y a quelques années. Alors là, e-santé. La e-santé, nous l'avons segmenté en 3 segments. Il y a différentes segmentations. Bon, on a choisi celle-ci afin de mieux comprendre en fait où les technologies du pôle SCS vont avoir une vraie valeur ajoutée. D'abord, ce qu'on appelle le e-self-care, qui comprend donc toutes les applications grand public, donc le marché B2C, sans contrôle médical. Hein. On peut aussi abusivement l'appeler le Quantified Self. Ensuite, au milieu, le Health IT, qui comprend toutes les applications utilisées par les professionnels dans les établissements de santé, les hôpitaux, les centres médicaux. Et enfin, le e-healthcare, qui est plus donc du B2B2C, qui comprend les applications de santé pour faciliter le traitement d'une pathologie, le télémonitoring, par exemple, des patients. Et dans la e-santé, quelles sont les perspectives? Eh bien, on s'aperçoit que les perspectives de la e-santé sont énormes. Une estimation de 7% de croissance annuelle à l'horizon 2017, avec un contexte très porteur, notamment tiré par les objets connectés, ce qui m'amène à la table ronde d'aujourd'hui. Effectivement, les objets connectés pour la santé on prévoit une explosion de ces objets connectés pour la santé qui vont tirer le marché de la e-santé en général dans les années à venir. Alors c'est bien beau, mais il y a des freins, il y a des obstacles, bien sûr. Hein, c'est un contexte porteur de croissance, mais il y a de nombreux obstacles qui d'ailleurs font qu'aujourd'hui, les développements de la e-santé ne sont pas forcément complètement diffusés. Hein, on peut voir isolément des expérimentations ici et là, mais tout n'est pas complètement déployé. En effet, des freins technologiques, ça on va revenir là-dessus bien sûr, concernant la miniaturisation des objets connectés. Les objets connectés doivent être le moins intrusif possible, le plus autonome possible en énergie, les plus intelligents possibles, les plus puissants et performants et connectés au sens communication possible, mais aussi les plus sécurisés possibles. Des freins culturels. Il y a par exemple un problème dans les hôpitaux très connu de gestion des lits, hein, l'optimisation de gestion des lits. Il y a des solutions, il y a des logiciels de gestion des lits, mais ils ne sont pas utilisés par exemple par certains chefs de service. Il y a des freins réglementaires. Là, je ne vous apprends rien. Depuis plusieurs années, il y a eu des décisions politiques au niveau national, au niveau européen pour des dossiers médicaux patients. Mais il y a des avancées, puis on recule. Il y a beaucoup de débats nécessaires aussi pour la privacy, hein, la confidentialité des données sensibles et personnelles, qui font qu'aujourd'hui, de nombreux usages n'ont pas vu le jour dans notre vie quotidienne. Il y a, je ne vous apprends rien non plus, des freins au niveau économique, les protections de santé, comme la sécurité sociale en France, mais également partout en Europe, ne peuvent plus aujourd'hui financer toute la santé et notamment les applications de e-santé. Donc il faut trouver des nouveaux modèles et il faut être créatif à ce niveau-là. Et enfin, des freins scientifiques pour qu'une donnée, pour qu'un objet connecté puisse être considéré, il faut fiabiliser les données, il faut un protocole médical qui est nécessaire parce que certains enjeux, certains usages nécessitent des directives européennes très strictes et sont très exigeants. Et il faut un protocole médical, ce qui implique une démarche scientifique absolument nécessaire. Alors la e-santé, je l'ai dit, 3 segments, e-self-care, health IT et healthcare. Et le pôle SCS, en fait, a identifié 4 domaines cibles sur lesquels il va se concentrer, car ces technologies ont un véritable atout. C'est le télémonitoring, qu'on retrouve dans le e-self-care, appelé aussi le Quantified Self, et le e-healthcare. Le deuxième, c'est tout ce qui est l'objet connecté médical. Donc quand je dis objet connecté médical, ça veut dire que ça implique un protocole médical. Tout ce qui est objet connecté bien-être, donc ça, ce sont les objets connectés ou les applications bien-être qui n'impliquent absolument pas de protocole médical. Et enfin, le dernier, tout ce qui est optimisation du parcours de soins, hein, pour que le patient soit monitoré, soit suivi le plus possible, qu'il soit chez lui, qu'il soit en mobilité, qu'il soit à l'hôpital, en suivi post-opératoire, etc. Alors, si vous le voulez bien, effectuons un zoom sur le premier axe, le premier domaine, qui est le télémonitoring. Alors, le télémonitoring, je ne vous apprends rien, c'est l'action donc de suivre les individus à domicile principalement pour prévenir ou alors pour soigner. Ça consiste
capter, à transmettre des informations, à analyser des données, notamment pour des maladies comme Alzheimer, par exemple, mais aussi pour les sorties anticipées de l'hôpital. Alors, les besoins, eh bien, c'est bien vieillir, hein, permettre aux personnes âgées de rester à domicile. C'est bien sûr d'améliorer la qualité des soins, mais aussi en même temps de faire des économies. Et c'est aussi de prévenir et d'anticiper les événements pour détecter les changements et les comportements de ces personnes. Donc, les enjeux derrière, eh bien, il faut normaliser, hein, il faut permettre à tous les objets connectés, les devices, d'interagir et de faciliter les échanges. Il faut traiter, synthétiser les informations pour faciliter l'analyse et le diagnostic du médecin et permettre d'ailleurs un suivi amélioré, une prise de décision rapide. Mais il faut aussi que ces seniors puissent s'approprier ces technologies, hein. Et donc, il faut travailler également sur les aspects usage et sur les aspects ergonomiques des applications. Le deuxième axe est tout ce qui concerne les objets connectés pour le traitement médical. Donc, il va permettre justement le suivi de l'explosion, hein, des malades chroniques que l'on voit notamment en France par les patients de santé. Donc, ça suscite quelques besoins autour de la prévention et de l'amélioration du confort, mais également permettre d'optimiser le coût de prise en charge de ces malades chroniques, notamment certains malades qui ont une affection de longue durée. Donc derrière, il faut respecter un protocole médical, hein, c'est-à-dire faciliter la prescription des objets connectés dans le parcours du soin. Il faut sécuriser aussi les processus d'identification et d'authentification des tiers. Il faut miniaturiser les capteurs et les objets, hein, parce qu'on a besoin d'être mobile et ces capteurs ont nécessité d'être discrets. Il faut bien sûr qu'ils soient autonomes, très peu gourmands en énergie pour garantir une continuité de service. Et il faut bien sûr sécuriser tout cela, sécuriser les objets, sécuriser les devices, mais aussi sécuriser l'accès aux données sensibles pour éviter tout piratage. Troisième axe, tout ce qui est objet connecté, bien-être. Donc, sans protocole médical. Alors ça, c'est une nouvelle tendance. C'est le plein essor des personnes qui veulent être en bonne santé, qui veulent un équilibre de vie et qui, contrairement peut-être, si on le traduisait en quantified self, à de l'automesure, veulent partager également, hein, leur hygiène de vie, leurs trackers d'activité, leurs performances via des montres connectées, des bracelets ou autres. Donc, les besoins, c'est donc de l'activité physique, c'est d'avoir une hygiène de vie idéale et être en bonne santé, le communiquer, partager cela avec des groupes d'intérêt identiques. Derrière, il faut bien sûr des objets design, ergonomiques, non intrusifs, autonomes, fiabiliser les données pour qu'elles soient pertinentes, normaliser, sécuriser et authentifier les données. Le dernier axe, qui est l'optimisation de la prise en charge en hôpital. Là, c'est pour permettre effectivement le suivi du patient et améliorer la qualité et la continuité des soins. Je rappelle qu'il y a en moyenne 4 heures d'attente aux urgences aujourd'hui. Et donc, les hôpitaux ne sont pas engorgés, mais ce sont les urgences qui sont engorgées. Et donc, il faut absolument trouver des solutions. Et les technologies de l'information et de la communication vont pouvoir désengorger, en tout cas permettre de désengorger ces urgences. Comment ? Eh bien, en permettant d'identifier, de géolocaliser, de tracer alors des personnes, hein, les patients, les médecins, comme des biens, les outils médicaux, les instruments, les tenues de travail, les poches de sang, etc. Il faut aussi travailler sur l'interopérabilité des systèmes d'information. Il y a de nombreux hétérogènes très complexes, des infrastructures hétérogènes, des lecteurs de tags notamment hétérogènes, des protocoles, des applications hétérogènes. Il faut tout rendre interopérable pour que tout puisse communiquer de manière harmonieuse. Et ensuite, travailler sur le traitement des données, notamment pour prédire, prévenir, pour qu'un hôpital puisse mettre les moyens et adapter en temps réel les capacités de soins au type de patient à un instant T. Alors, on peut résumer les compétences du pôle SCS, que vous voyez peut-être en abscisse en haut, hein, du low energy jusqu'à l'interopérabilité, sur chacun des 4 domaines cibles que je viens de vous présenter, télémonitoring, objet connecté médical, objet connecté bien-être et optimisation du parcours de soins, où on voit donc l'apport
des technologies. Alors rapidement, hein, low energy, miniaturisation, les objets connectés doivent être le moins intrusifs possible, le plus petit et le plus autonome. Sécurité, protection des données, on en a parlé. Sans contact, eh bien, pour authentifier des tiers, pour collecter des données sur les 4 des domaines. Le stockage sécurisé, des données médicales notamment. Le big on smart data, la business intelligence, l'analyse sémantique des données pour favoriser l'analyse du médecin et favoriser sa prise de décision rapide. Et ensuite, l'interopérabilité. Il y a un énorme travail là-dessus à faire sur les objets, sur les devices, sur les systèmes d'information pour que tous les réseaux existants et les applications existantes puissent devenir toutes interopérables. Et en dernière colonne, j'ai mis pour illustrer la capacité à monter, à labelliser et à sélectionner par le financeur des projets innovants, quelques noms de projets. Certains sont terminés, certains sont encore en cours, qui s'illustrent justement sur chacun des 4 domaines pour vous montrer aussi que le pôle SIS est actif sur ces domaines depuis un certain temps. Alors rapidement, les leviers de réussite du pôle sur le marché, on l'a vu, donc maîtrise technologique, je viens juste de vous en parler, hein, avec 3 axes stratégiques, sans contact, sécurité, réseau M2M et services mobiles, mais également l'expérimentation, des plateformes d'expérimentation qui vont permettre d'expérimenter en situation réelle, en grandeur nature, des usages, notamment avec la plateforme CU Santé qui se trouve à Sophia Antipolis, mais également la plateforme Com4Innov autour de la 4G et du réseau M2M pour tester des applications sur la connectivité, mais également la spécialisation sur certains marchés. Donc le pôle SIS effectivement a décidé de se concentrer avec une approche sectorielle sur certains marchés, d'où la sortie donc, du livre blanc e-santé, mais des animations également centrées sur la santé, où on fait venir des donneurs d'ordre, des grands groupes, des intégrateurs, des experts du domaine de la e-santé qui nous informent sur les besoins innovants à moyen ou long terme en termes de e-santé et en termes d'innovation, mais également s'interface avec nos PME, fournisseurs de briques technologiques ou qui ont un cas d'usage sur la e-santé. Et puis enfin, des collaborations et des partenariats avec des clusters européens qui nous permettent de nous spécialiser également et de mieux appréhender ce marché, des partenariats avec des pôles TIC comme le nôtre, mais aussi des pôles santé, comme par exemple le pôle Medical Valley en Allemagne, mais également des collaborations avec d'autres pôles santé ou des acteurs santé comme France Silver Eco ou Eurobiomed, qui sont des acteurs situés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc cela va nous permettre, si vous voulez, de lever certains freins donc, économiques. Hein, la maîtrise technologique, les projets innovants, l'expérimentation permettent de valider, de tester certains modèles économiques, mais également des freins scientifiques et culturels. Hein. Le CU Santé, par exemple, a de nombreux médecins, experts santé qui nous conseillent sur l'état de l'art, sur les usages, sur les orientations à prendre. Également donc, les freins économiques, réglementaires, culturels soulevés avec ces différentes collaborations. Alors le pôle SIS et la e-santé, ça date pas d'hier. Hein. Depuis 2005, le pôle SIS travaille sur la e-santé. Donc aujourd'hui, 30 projets e-santé ont été financés et ça représente 100 millions d'euros de R&D dépensés, financés dans des projets donc sélectionnés, avec 63 PME et 33 grands groupes et 15 organismes de recherche. Alors le résultat de ça, c'est quoi ? Aujourd'hui, 15 brevets déposés, 131 publications, 13 produits en cours de commercialisation et 88 personnes recrutées donc, dans le domaine de la e-santé. Alors, dernière slide, pour vous présenter un peu rapidement le livre blanc e-santé, comment il est diffusé, si vous voulez y avoir accès, parce que certains livres blancs qu'on diffuse sont accessibles seulement à nos membres, mais celui-ci, il est accessible à tous. Donc, je vous invite à le télécharger. Il y a un formulaire dans la slide, et puis on l'a communiqué. On en a fait des présentations au salon MWC à Barcelone, au salon M2M Ebje Connecté à Paris, aujourd'hui donc au salon Santé et Autonomie, et également donc, dans des missions en Europe ou lors de visites de clusters européens pour pouvoir promouvoir et mieux faire connaître ces technologies et le potentiel qu'il y a donc, dans le domaine de la e-santé. Le but étant que des grands comptes, des équipementiers, des donneurs d'ordre, des intégrateurs puissent effectivement rebondir et exploiter, je dirais, le potentiel des PME et des startups, notamment du pôle SIS dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.
Je pense qu'on prendra, on peut prendre une ou deux questions si vous avez sur le moment, sinon on gardera 5-10 minutes sur la fin si vous le souhaitez par rapport aux interventions de l'ensemble des acteurs. Bonjour Alain Tassi. Bon, félicitations pour ce travail parce que c'est un travail de longue haleine si je me souviens bien. J'avais juste une question. Ça fait 2-3 fois qu'apparaisse le fait que la e-santé, ça coûte de l'argent. Quand on regarde le système américain des vétérans, qui était en déficit chronique dans les années 90 et qui aujourd'hui est bénéficiaire, et qui est probablement le système de santé le plus télé et e-santé agnostique, d'où vient cette idée que la télésanté et la e-santé devraient coûter de l'argent alors que ça devrait faire des économies, mais substantielles, à tous les systèmes de santé? Oui, mais bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, le système de santé aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. On a un système de protection sociale aujourd'hui qui régit un peu tout. Et dans les mentalités, on a encore l'impression que c'est la Sécu qui va rembourser. Ensuite, la sécurité sociale, notamment, a une mission, c'est de soigner. Or, les systèmes de télésanté, comme je viens d'expliquer, ont pour vocation de prévenir, de prédire, au lieu de guérir. Et donc, la sécurité sociale non plus n'a pas de budget pour investir dans des applications de e-santé qui lui fera faire énormément d'économies, mais dans 3, 4, 5 ans. Et donc, elle n'a pas non plus cette mission, d'où aussi le décalage. C'est ce que je vois à mon niveau. Je vous propose de continuer. Alors merci bien Fabienne pour ce livre blanc qui donne une vision assez globale et assez sur l'ensemble du marché du e-commerce. Moi je retiendrai pour ceux qui vont prendre ce livre blanc la page 6 qui va nous être un lien assez intéressant sur les 3 segmentations de marché avec le e-self-care, le SIT e-healthcare, où on voit bien les potentiels d'application sur les objets connectés, avec toute la partie e-healthcare qui est application device grand public et qui me permettra de faire un lien facile avec Thomas Serval. Tout le e-healthcare avec le monitoring, le couplage de capteurs, de moniteurs dédiés, où là on voit pas mal de choses sur l'objet connecté. Et puis après, finalement de la page 17 avec l'ensemble des fiches et des quatre domaines d'application: télémonitoring, objet connecté médical, objet connecté bien-être, optimisation parcours du soin, qui nous permettent d'être une bonne trame de présentation de notre thématique d'aujourd'hui. Et j'invite toutes les personnes à, je suppose, télécharger sur votre site ce livre blanc qui donne une bonne vision. Pour faire un lien évident justement avec ce qu'on imagine entre la santé, le bien-être, l'objet connecté, je vais laisser la parole à Thomas Serval pour parler un petit peu justement de l'objet connecté tel qu'il est précisé plutôt dans l'application bien-être, et puis des liens qu'il va pouvoir y avoir au niveau santé certainement. Merci à tous, bonjour. Oui, je vais vous parler un petit peu de Colibri, mais juste pour vous donner des éléments de contexte. En fait, Colibri est né dans une sorte d'incubateur qui est dédié à tout ce qui est objet connecté et big data, qui a été créé par des anciens de Google, de Microsoft, qui sont des Français mais qui ont fait une carrière internationale et qui se sont dit que un des meilleurs endroits où créer des objets connectés, des plateformes, du big data et des algorithmes prédictifs, c'était quand même la France, en raison de tout le savoir-faire d'ingénierie mathématique que l'on avait. Et on voit bien que dans cet écosystème de start-up, parce que finalement je vais représenter les start-up ici, et effectivement la France a de nombreux atouts et un vrai savoir-faire. Elle n'a par contre pas de marché intérieur. On en parlera un petit peu dans les débouchés, c'est-à-dire que comme les Français ne payent pas le vrai coût de leur santé, ou en tout cas très indirectement et à la fin dans leurs impôts, c'est difficile de trouver un client qui soit prêt à investir à 3-4 ans, puisque quelque part on est pour beaucoup des systèmes publics sur des systèmes annuels, hein. Et donc quelque part quand on dit qu'il faut dépenser aujourd'hui pour récolter demain, les systèmes de santé publics ou parapublics français sont absolument inadaptés aujourd'hui à ce genre d'approche, ou en tout cas pas dans des temporalités, c'est juste pour faire le lien avec pas dans des temporalités qui sont compatibles à la fois avec les offreurs qui sont des startups qui ont besoin d'argent aujourd'hui, et avec les patients et qui aimeraient bien avoir le produit dans leurs mains aujourd'hui et pouvoir commencer à l'utiliser. Donc Colibri est né d'un problème bête, mais un problème important. Aujourd'hui, dans les coûts des mutuelles de santé, on en parlera. Le premier coût, dans les systèmes de santé publique, le premier coût, c'est le tabac, dans les choses qu'on peut prévenir facilement, hein. Le tabac, pour les États-Unis, c'est 180 milliards de dollars de coûts de tabac, mais la santé bucco-dentaire, c'est 120 milliards.
Je donne beaucoup d'exemples américains parce qu'il se trouve que comme tout est monétisé, on donne des vrais prix aux choses, même très chers. Hein. En France, on considère que c'est entre 150 et 250 euros par Français que coûte le système de santé bucco-dentaire. Et sur ces 150 et 250 euros, c'est d'abord un des coûts les moins bien contrôlés par la sécurité sociale, puisque quand vous allez voir un dentiste et que vous avez une carie, il est déjà trop tard, le trou est là, il faut le combler. Et donc quelque part, les politiques de prévention en matière de santé bucco-dentaire se sont révélées extrêmement inefficaces. Et même se retrouvent parfois avec des acteurs qui vendent à la fois les bonbons et le dentifrice. Donc on a des conflits d'intérêts évidents, même dans la chaîne entre les fournisseurs et des solutions et les fournisseurs de problèmes. Donc cette santé bucco-dentaire qui est hors de contrôle, on considère qu'il y en a un bon tiers. Sur les États-Unis, ce serait environ 50 milliards qui pourraient être impactés directement par une bonne prévention. Sur ces 50 milliards, le problème c'est qu'il n'existait pas de moyens efficaces ou en tout cas mesurables de système de prévention, puisque quelque part vous pouvez faire de la pub à la télé disant brossez-vous les dents régulièrement, vous pouvez aller dans les écoles maternelles et apprendre aux enfants à se brosser les dents, mais après vous rentrez dans tout ce qui est dynamique familiale, puisque finalement c'est comme ça qu'est né Colibri pour moi, c'est le combat quotidien du père de famille ou de la mère de famille pour que ses enfants se brossent les dents, et le mensonge récurrent des enfants qu'on a tous été pour dire oui je me suis bien brossé les dents parce que c'est la dernière corvée avant d'aller se coucher, que les enfants sautent régulièrement. En creusant le sujet, on s'est rendu compte également qu'il y avait une différence très forte d'appréciation entre ce que les enfants ou ce que les parents percevaient avoir fait et ce qu'ils avaient fait réellement. Quand vous interrogez des adultes ou des enfants, mais surtout des adultes qu'on peut considérer comme plus objectifs, vous leur demandez combien de temps vous vous êtes brossé les dents ce matin et ce soir, ils répondent entre 1 minute 30. En observé, on peut l'observer maintenant, on est plus proche de 30 secondes. Donc entre la perception et la réalité, il y a un énorme biais. La deuxième chose sur laquelle, et ça les dentistes peuvent en témoigner, c'est quand on dit qu'on s'est brossé les dents, en fait, on couvre, et donc on se brosse les dents sur 30% en général de la surface des dents. C'est-à-dire que grosso modo, on brosse devant, un peu sur les côtés, et on oublie toujours les mêmes endroits. Et c'est là où c'est ces mêmes endroits qui, quelques semaines ou mois plus tard, parce qu'une carie, quand on parle de quelque chose qui est facile à prévenir, c'est une négligence répétée de longue durée sur des endroits de la bouche. C'est-à-dire que si vous avez oublié de vous brosser les dents à un endroit, c'est pas grave. Si vous oubliez de vous brosser les dents tout le temps au même endroit, ça va générer à un moment donné une attaque du tartre et puis après l'attaque de la carie et toutes sortes d'autres maladies qu'on appelle parodontales. Donc sur cette base-là, on s'est dit, est-ce qu'il est possible d'inventer un objet qui réponde à ces deux éléments? Est-ce que je peux trouver quelque chose qui mesure le temps réel que je passe à me brosser les dents? Est-ce que je peux trouver ou concevoir un objet qui vérifie que je sois passé effectivement partout sur les dents? Et pour vous montrer à quel point le monde était aveugle et sourd en la matière, l'ensemble du monde disait qu'il fallait se brosser les dents 2 minutes par jour, enfin 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Les dentistes français jusqu'en novembre 2013 disaient 3 minutes. Et en interviewant les dentistes français et puis les dentistes américains avec qui on travaille, on leur dit mais pourquoi 2 minutes, pourquoi pas 3 minutes? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non mais en fait il n'y a aucune raison. On se dit si on l'a brossé assez longtemps, on va couvrir tout. Il n'y a aucune raison scientifique qui justifie les 2 minutes, les 3 minutes. Alors en novembre 2013, la France s'est raccrochée aux 3 minutes, de 3 minutes aux 2 minutes. Mais cette notion de nombre de minutes nécessaires pour se brosser les dents n'est fondée sur aucune étude scientifique au sens qu'on pourrait utiliser dans des études épidémiologiques, etc. Tout ça, c'est un mélange entre l'habitude, une sorte de savoir-faire qui s'est accumulé. Il n'y a aucune donnée. Et donc, quelque part, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à minima, si on est capable de fournir un objet connecté qui commence à fournir ce premier corpus de données, on peut changer la manière dont on pense la santé bucco-dentaire. Et c'est là qu'on est arrivé sur cette idée de faire une brosse à dents connectée, qui s'appelle Colibri.
qu'on a lancé au CES de Las Vegas en 2014 pour l'annoncer, qu'on a commercialisé aux États-Unis à partir du mois de janvier exclusivement, et qu'on commercialisera en France à partir du mois de juin, avec cette idée que au moins on va pouvoir mesurer le temps et vérifier qu'on passe partout. Mais après, quand vous parlez aux enfants et vous leur dites mais pourquoi tu ne te brosses pas les dents, vous avez un deuxième axe qui est essentiel dans les objets connectés, qui est parfois négligé dans les solutions qu'on va qualifier de purement médicales, c'est l'observance, ou en tout cas le fait que qu'il faut le faire tous les jours. Le fait de le mesurer ne vous assure absolument pas du fait que les gens vont avoir envie de le faire tous les jours. Pour vous donner quand même des exemples sur les objets connectés, on va dire lambda, les bracelets, etc., au bout de 15 jours, il y en a 50% qui ne sont plus utilisés. Et dès lors que la pile est morte, là, il y en a 75% pour lesquels on ne reprend pas la pile. Donc on reste encore sur un sujet où ces objets connectés qui font les choux gras de la presse aujourd'hui ont un sort qui est pas encore tout à fait décidé entre est-ce que c'est un gadget et un consommable ou est-ce que c'est un objet de long terme que je vais continuer et qui va s'intégrer dans ma vie personnelle. Et le nombre d'objets qui vont qualifier pour devenir des nouveaux objets intégrés à la vie est en fait extrêmement limité, et on va observer assez vite que beaucoup de ces gadgets vont mourir, et donc en fait ça sera plutôt des objets augmentés, c'est-à-dire de rajouter la connectivité à des objets qui existent. Ceux-là, ils sont plus faciles à intégrer dans votre vie. La balance connectée, elle est connectée. Mais une grosse partie des gadgets qui sont aujourd'hui vendus vont disparaître. On voit bien qu'on va intégrer le tracker médical dans la montre, parce que la montre, on en a un besoin récurrent, et le tracker médical va être une valeur augmentée. Donc le deuxième problème, c'était l'observance, et que ça soit amusant. Parce que les enfants trouvent ça embêtant de se brosser 2 ans. Donc là, on a une deuxième observation dans le design du produit, qui était de se dire qu'il fallait mes enfants se battent pour jouer avec mon téléphone ou à la tablette dans la maison. Donc pourquoi on ne mélange pas cette obsession de vouloir jouer avec la tablette ou le téléphone avec l'intérêt bien compris de faire en sorte qu'ils se brossent les dents. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté cette brosse à dents à une tablette, mais on a surtout connecté à des jeux vidéo qui sont adaptés par rapport à la classe d'âge. Et on l'a conçu, ça c'est une notion assez importante, on n'est pas des spécialistes des jeux vidéo, donc on a conçu ce qu'on appelle une plateforme avec un SDK, c'est-à-dire qu'on permet à des éditeurs de jeux vidéo d'utiliser ça comme un joystick, et donc de customiser des jeux vidéo existants, du moment qu'ils ne font pas des trucs un peu dangereux, pour pouvoir offrir de la diversité, et de la récurrence et de l'envie de l'entertainment. Donc la conception de l'objet, il a été de la mesure pour avoir de la data pour transformer la science ou faire améliorer la science. Il a été, et c'est presque notre mission, de trouver et de concevoir une plateforme de jeu qui donne envie de continuer à l'utiliser. C'est pour ça que les sirops sont sucrés. S'ils sentaient, il faut que les enfants aient envie de le manger, sinon on a du mal. Après, il faut les faire arrêter. On a des garde-fous. Ils ne peuvent pas se brosser les dents plus de 2 minutes. Après, ça bloque parce qu'on se fait plus mal en se surbrossant les dents qu'en se sous-brossant les dents. Ça, c'est une des leçons. Et d'ailleurs, une autre leçon qu'on a appris, c'est votre capital, c'est les dents qui sont rares, mais encore plus les gencives. Et les brosses à dents électriques trop fortes abîment la gencive. Et une fois que vous avez perdu la gencive, vous ne la retrouvez pas. Donc en fait, il y a beaucoup de l'industrie du dentifrice et des brosses à dents électriques a apporté quand même beaucoup de fausses vérités, ou en tout cas pour enlever plus le tartre, on a enlevé plus la gencive, et en fait c'est un mal pour un bien. Donc en fait, il y a une sorte de juste équilibre à trouver qui n'est pas encore bien calé. C'est pour ça qu'on a pris une brosse à dents avec une vibration électrique modulable, de façon à ce que quand c'est trop fort, ça s'arrête, et pour éviter que les enfants qui l'utilisent tout seuls s'abîment les gencives, alors qu'il faudrait qu'ils les préservent. Donc c'était le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, c'était le lien avec le système économique. Donc imaginez que j'ai une brosse à dents que les enfants veulent utiliser régulièrement, qui permet de prévenir effectivement l'occurrence de caries, ou en tout cas qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tartre qui se forme, et donc qui favorise la mise en place de caries. On devrait se dire, bon, banco, vu que ça coûte 150 € ou 200 € par an, il faut la donner à tous les enfants demain. Alors là, effectivement, il n'y a aucun interlocuteur en France capable de se dire, je vais investir dans ça. Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est plutôt $1000 que
que ça coûte par patient et par an. Donc tous les assureurs privés, et donc le plus grand assureur privé américain s'appelle Delta Dental, qui a 36 millions d'Américains clients, donc c'est très gros. Quand ils ont vu ça, ils ont dit ça peut transformer mon métier. Et donc juste après le CES de 2014, 6 mois plus tard, on signe un partenariat stratégique avec eux. Et quand vous utilisez la brosse à dents Colibri, vous gagnez des points qui vous donnent une visite gratuite chez le dentiste, puisque finalement c'est plus facile de soigner des gens qui n'ont rien. Un programme de mesure et d'analyse du comportement vertueux. Donc on est en plein dans des phases d'expérimentation aujourd'hui. Ce qui amène effectivement à cette chose-là, c'est que on est dans la phase, et c'est un peu tout l'enjeu des objets connectés, on est dans la phase où est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ou est-ce qu'on peut d'une manière scientifique prouver qu'on a un impact économique, puisque finalement tout se mesure, au moins dans le système américain en santé, sur les dépenses de santé d'une famille. Donc je ne peux pas vous répondre parce qu'il faut 2 ans et demi pour pouvoir avoir des données qui plaisent aux acteurs qui construisent les ABAC derrière, qui font ça. Je pense que mon successeur vous expliquera un peu tout le process. Mais on a des premiers résultats qui sont très très encourageants, puisque effectivement on peut montrer déjà que quand on a contre d'autres brosses à dents du marché, quand les enfants utilisent ce truc-là, il y a moins de plaques. Et on a aussi démontré un truc amusant, c'est que en fait les enfants ne se brossent plus les dents, ils jouent à des jeux vidéo. Et donc en fait, si le jeu vidéo leur dit va là, va là, va là, va là, ce que fait un petit jeu que vous verrez si vous voyez l'application, je vous montrerai une démonstration un peu plus tard pour ceux qui le souhaiteront. Notre jeu vidéo qu'on avait conçu initialement, il disait d'aller à gauche et à droite en se disant les enfants de toutes les manières se brossent les dents devant parce que c'est évident. Et ben avec Colibri, on est obligé de remettre, de leur redire de se brosser les dents parce que les enfants ne se brossent plus les dents, ils jouent à des jeux vidéo. Et ça, c'est d'une certaine manière, en termes de psychologie du patient, c'est vraiment une vraie découverte. On a mis une sorte de oui dans la salle de bain. Et donc ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives, mais ça permet de réfléchir à comment on refait des serious games, enfin, on refait des jeux qui drive ce genre de comportement. Et donc on est en train d'ouvrir un nouveau champ de recherche, à la fois dans les universités de recherche en dentisterie. Alors ça, c'est tout le problème de la prévention en France, hein. Dans la plupart des pays, on sépare 2 métiers. Le métier qu'on appelle l'hygiéniste, dont la fonction est de faire en sorte que votre bouche soit propre, du métier du dentiste qui est de faire de la chirurgie, enfin de corriger des défauts qui ont pu soit être causés par votre négligence, mais également qui peuvent être causés par des éléments génétiques ou d'environnement, d'alimentation, etc. En France, on mélange les 2 métiers. Et donc, quelque part, comme le plus lucratif, c'est pas la prévention, mais c'est la curation. On a une sorte de confusion des intérêts économiques, alors que notre intérêt économique bien compris, ça serait effectivement d'investir fondamentalement sur la prévention. Et donc le dernier axe, c'est un peu la recherche. Et donc on est en train de définir ce qu'on appelle un Colibri Index, qui permettrait de protéger les données personnelles, puisque le dernier axe des objets connectés qui a été évoqué ici, c'est surtout qu'on se considère le partenaire de nos clients, patients. Enfin, c'est pas nos patients parce qu'on n'est pas médecin, mais quand on discute avec la plupart de nos patients, ils n'ont aucune envie que leurs données remontent à leur assureur. Mais alors, aucune envie. Et ils veulent avoir le contrôle de leurs données. C'est-à-dire, quelque part, notre système permet de choisir, de partager cette donnée avec le dentiste, notamment dans tous les éléments de soins post-opératoires, de suivi d'un cursus. Parce qu'il y a beaucoup pour les orthodontistes, par exemple, vous avez tout un cursus où il faut que pendant 2 ans, on vous met l'appareil, que vous fassiez un certain nombre de choses, ou quand vous avez une chirurgie. Et donc, en fait, on permet l'échange de ces données avec le dentiste. Et par contre, on essaye d'amener au niveau anonyme et agrégé assez de données pour pouvoir démontrer que ce Colibri Index, qui est comme un handicap de golf, hein, on l'a construit comme ça, vous brossez les dents régulièrement, vous faites bien les programmes de brossage, votre handicap baisse. Vous jouez pas au golf pendant 2 ans, vous verrez que vous touchez plus une balle. Enfin, moi, je touche plus une balle. Alors là, votre Colibri Index monte. Mais ce Colibri Index, vous le connaissez. Vous pouvez jouer dessus en faisant des activités qui le font baisser. Et on voudrait arriver à faire des expérimentations qui démontrent aux assureurs que des individus avec un Colibri Index bas est effectivement mieux assuré que des individus qui ont un Colibri Index ou pas de Colibri Index du tout. D'une certaine manière, on serait hyper content que la France adopte ça comme une sorte de norme en disant si on a les moyens techniques de démontrer ça, je
fais un peu de science-fiction, mais au moins, si on ne convainc pas ici, on ne convaincra nulle part. Si on arrive à avoir les moyens techniques qui nous montrent ces éléments-là, eh ben, on peut d'un côté avoir une politique de prévention qui est mesurable, et de l'autre pouvoir travailler avec les financeurs de la santé en leur disant sur un échantillon suffisamment large, eh bien, vous allez y gagner. Et donc justifier l'investissement dans la prévention plutôt que de réparer les erreurs faites par la négligence répétée de beaucoup de gens qui ne se sentent pas solidaires des autres, puisque quand vous brossez pas les dents, c'est la collectivité qui paye. Voilà. Merci Thomas pour tous ces éléments. Alors moi je retiens quelques-uns qui vont nous permettre de faire une transition assez évidente sur déjà le sujet principal que l'on avait aujourd'hui, et toute la difficulté, tous les enjeux qu'il peut y avoir sur cette notion de gadget qui est assez intéressante. Et on voit, lorsqu'on est peut-être sur le bien-être, on va être plutôt sur le B2C directement, et en utilisant les cibles qui sont les enfants, l'approche est assez intéressante, où on voit que l'un des potentiels de développement de l'objet connecté, lorsqu'on est côté grand public, va être justement sur l'aspect positif du mot gadget. Il y a deux choses qui ressortent dans le mot gadget, c'est l'aspect un petit peu futile, inutile, et l'aspect finalement un peu réseau social, un petit peu l'engouement qu'il peut y avoir, que chaque individu va avoir dans le gadget qui l'attire, s'il est fonctionnel, s'il va chercher des notions qui nous entourent aujourd'hui. Donc la notion de jeu est très intéressante, mais on est dans ce monde du gadget, et là on sent toute la complexité qu'il peut y avoir sur l'objet connecté tant qu'il s'adresse au grand public, avec toute cette notion d'un grand nombre d'objets que tu as évoqués qui meurent au bout de 15 jours, si je me rappelle bien ce que tu viens de dire, 50% au bout de 15 jours et 75% lorsqu'il n'y a plus de piles, ce qui est énorme. Et tout l'enjeu côté grand public va être d'aller assez loin sur ces subtilités d'appréhension de l'usage, non pas dans la valeur, mais dans le plaisir d'usage. Donc la notion de jouer est assez intéressante, et il y a tout un aspect qui est assez intéressant. L'enjeu majeur qui va être pour l'industrie, et là passer du bien-être peut-être à la santé, ou du B2C au B2B, va être de transformer cette notion gadget qui est dans le plaisir de jouer dans de la valeur. Et ce qui est quelque chose différent, je dis pas que c'est plus complexe, parce que les deux ont leur complexité d'appréhension et de fonctionnement et d'utilité de ces objets connectés. Donc plutôt grand public, on va être peut-être sur cette notion de jeu qui sera une part importante, avec tout ce que tu as évoqué, les réseaux sociaux, enfin tout ça. Et après, l'autre enjeu du développement de l'objet connecté, qui aujourd'hui, où on est vraiment aux prémices de ce qui peut se faire et ce qui se fera demain, et où il y a encore peu de choses qui existent aujourd'hui, ça va être de transformer ces gadgets en véritable valeur, peut-être retour sur investissement, si on peut parler de cette notion-là dans la santé, et là où il va falloir identifier des véritables fonctionnalités intéressantes. Alors, dans l'utilité, elle pourra se faire soit dans la valeur par le consommateur, donc qui aura plaisir à travers le jeu d'utiliser cet objet-là et apporter certaines valeurs à d'autres industriels ou d'autres acteurs de services tels que le seraient les assureurs. Ou alors, on voit que l'autre enjeu viendrait non plus à travers l'utilisateur qui va utiliser ces objets avec un aspect ludique, mais avec, j'allais utiliser le mot contrainte, c'est presque l'opposé, avec un partenariat avec certains acteurs tels que des assureurs qui, eux, auront vu leur intérêt, à la fois pour leur modèle et pour leurs clients, qui seront capables de construire un modèle qui ferait que les utilisateurs utiliseraient cet objet grâce à un modèle d'assurance qui serait moins cher, à peut-être des points qu'on entendait aller chez le dentiste gratuitement. Et là, on retrouve un modèle à trouver assez intéressant, et aujourd'hui, on est vraiment dans les prémices de cet enjeu de ces acteurs économiques. Des objets connectés qui sont à cette frontière sont encore très peu nombreux aujourd'hui. Donc la balance ou la brosse à dents sont des bons exemples. Effectivement, pour être allé également, et on s'est vu à Las Vegas cette année, on voit 50% des bracelets. Il n'y a pas une société qui n'a pas les bracelets. Je pense que l'année prochaine, il y en aura 70% qui seront absents, parce qu'il faudra vraiment avoir le bracelet qui a été soit dans l'usage très ludique pour que les gens l'utilisent, soit dans la fonction assez loin, dans l'intérêt des données qu'on va obtenir et dans la capacité de transférer ces données avec des acteurs partenaires que seraient des assureurs ou des dentistes ou des associations sportives, etc. Donc là, on retrouve vraiment le cœur de ces enjeux aujourd'hui. Un autre point qu'on réabordera peut-être un petit peu après, je vais laisser la parole à Hicham, sont les protections de données, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de ces quantités de données impressionnantes. J'étais hier à Nantes avec la présentation de l'usine du futur faite par Macron dans les plans industriels, et il y avait le PDG d'Atos, Thierry Breton, qui disait que dans les données, depuis la nuit des temps, tous les 18 mois,
les quantités de données se multiplient par 2 en prenant depuis le temps que les données existent. Donc là, tous les 18 mois, vous multipliez par 2 les quantités de données qui vont exister tous les 18 mois. Donc c'est assez impressionnant. Il y aura tous des enjeux sur la gestion de ces données et la protection de ces données-là. Avant d'aborder un petit peu ce sujet, je laisse la parole à Hicham pour faire ce lien, j'imagine, avec l'exemple qui vient d'être donné et d'autres applications que vous avez à l'esprit pour celles qui peuvent être divulguées aujourd'hui, ou un petit peu l'état d'esprit d'un positionnement d'un assureur que tu représentes. Bonjour tout le monde. Je vais commencer juste par présenter le groupe Malakoff Médéric en 2 mots. Le groupe Malakoff Médéric est un groupe de protection sociale qui travaille sur 3 métiers, la santé, la prévoyance et la retraite. C'est surtout un groupe qui travaille avec les entreprises et très orienté B2B. Aujourd'hui, on a 230 000 entreprises clientes et derrière, on va retrouver 6 millions d'individus qu'on protège. Si on parle d'objets connectés, moi je voulais juste simplement parler qu'aujourd'hui, tout assureur a un objectif, c'est de sortir d'une logique d'indemnisation et de partir surtout sur une logique de prévention. On connaît tous les problématiques des coûts de la protection sociale, l'explosion des coûts de la santé. Et pour nous aujourd'hui, un des leviers majeurs pour optimiser ces coûts, effectivement, c'est une logique de prévention. Agir avant, accompagner nos clients en amont pour éviter effectivement d'utiliser un soin ou d'aller chez un médecin ou de consommer des médicaments, mais ça c'est avec des logiques de prévention en amont. Alors aujourd'hui on constate qu'il y a des secteurs naturels chez les assureurs comme l'assurance auto. On voit qu'aujourd'hui les objets connectés sont intégrés totalement dans les produits. On a vu le projet avec AXA ou avec Allianz. On a vu aussi l'assurance habitat avec Cardiff qui a lancé sa box connectée aujourd'hui, surtout en Italie. Alors pourquoi la box connectée en Italie? C'est parce qu'en Italie, l'assurance habitat n'est pas obligatoire. Et pour optimiser les coûts, on donne aux assurés une box qui va pouvoir traquer tout ce qui se passe dans la maison et anticiper un risque de dégâts d'eau, des eaux ou de feu. Par exemple, et permettre à l'utilisateur de réagir très vite. Là, on est vraiment sur des secteurs naturels. Je ne vais pas dire qu'ils sont moins complexes que la santé, mais sur lesquels on peut aller facilement. Sur la santé, on en a parlé, on va avoir énormément de freins. On va avoir des problématiques de données, de santé, ce qui est naturel. Les gens n'ont pas envie de divulguer leurs données. Les gens vont se méfier, même si aujourd'hui, en France, on n'a pas de logique de pricing, parce qu'on a parlé peut-être tout à l'heure, on a parlé est-ce qu'on peut diminuer des coûts, mais aujourd'hui il n'y a pas de logique de pricing. Tout le monde est sur une logique de prévention. De toute façon, aujourd'hui on n'a pas le droit de pricer ou d'utiliser les données pour pricer. Et on croit que la prévention c'est un levier majeur déjà qu'on peut utiliser. Alors comment? Nous on a la chance d'avoir, comme on dit, notre premier client c'est les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, ils ont un fléau qui est l'absentéisme. Si vous calculez l'absentéisme dans une entreprise, vous voyez un impact énorme sur leur productivité et leur coût de protection sociale. Cet absentéisme est dû à quoi? Est dû effectivement à la santé des salariés ou des pathologies aussi que les salariés peuvent développer au sein des entreprises aujourd'hui. Alors c'est pour ça que nous, on a ce qu'on appelle le pari gagnant ou le pari gestion du risque. C'est-à-dire qu'on a 2 acteurs devant nous avec lesquels on travaille, c'est l'entreprise et le salarié pour effectivement mettre en place des systèmes de prévention. Alors le salarié, lui, il va avoir une prévention liée directement à sa santé, mais l'entreprise, effectivement, elle va pouvoir mesurer derrière l'impact de cette prévention sur sa productivité et ses coûts de protection. Et nous, aujourd'hui, on est capable, dans un premier temps, de mesurer le coût de cet absentéisme. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que dans tel secteur, il y a un pourcentage d'absentéisme de temps et ça coûte à l'entreprise tant. Et derrière, pour effectivement diminuer cet absentéisme, on va déployer certains services, notamment des services de prévention, au niveau des salariés qui vont pouvoir diminuer cet absentéisme. Ce qui fait, on regarde que l'entreprise est gagnante, le salarié est gagnant, et effectivement, nous, ça nous permet d'optimiser nos coûts. Alors, on a lancé une expérimentation en 2011, c'est dans le cadre d'un appel à projet avec le ministère de la Santé, et c'était surtout sur la pathologie de l'hypertension. L'hypertension est un fléau qui touche 10 millions de Français aujourd'hui,
et les gens, effectivement, ne prennent pas conscience de cette pathologie, sauf si elle est dépistée au cours d'une visite chez le médecin. Alors, on a travaillé avec un nombre d'entreprises. On a pris un groupe de 700 salariés avec qui on a travaillé. On a déployé, d'abord, on a commencé par une phase de dépistage au sein de l'entreprise avec une infirmière spécialisée qui a pu dépister les gens qui font de l'hypertension. Une fois que ces gens-là ont été dépistés, on a pu les équiper derrière avec des tensiomètres, des balances et des piluliers qu'ils ont pu utiliser chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, il y avait une plateforme de télémédecine qui pouvait agréger ces différentes données, qui étaient vraiment des données anonymisées et qui avait que le patient qui pouvait effectivement faire le choix de les partager ou pas avec son médecin traitant. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, ces salariés ont été équipés d'objets connectés, à la fois le médecin traitant a été intégré dans l'expérimentation, et à la fois on a pu aussi intégrer une plateforme de télémédecine que si la pathologie n'était pas effectivement très avancée, la plateforme de télémédecine pouvait intervenir à distance. Et l'idée et le succès de cette opération, c'est qu'on voit que tout le monde a joué le jeu, que ce soit les médecins, la plateforme, le patient. Et c'est ça qui a fait le succès de cette opération parce que effectivement, on a donné de la crédibilité à ces objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de gadgets. Quand vous parlez à votre médecin, aujourd'hui, je pense que le médecin, je ne sais pas quelle position, alors il y en a qui vont prendre une position pour dire aujourd'hui, ces objets, est-ce qu'ils suivent les normes? Est-ce que cette data que ces objets nous donnent, elle est fiable? Et c'est ça qui ne donne pas de crédibilité à ces objets. Et derrière, effectivement, les utilisateurs et les patients ne vont pas les utiliser. Et l'idée de cette expérimentation, c'est effectivement de mettre tout le monde autour de la table, de faire travailler tout le monde. Et c'est ça qui a fait le succès derrière de Vigisanté qui a duré 2 ans. Alors, une fois que cette expérimentation est passée, maintenant, notre objectif, c'est de passer à la phase effectivement plus industrielle. C'est d'aller travailler sur plus de pathologies, fédérer effectivement plus de personnes. Alors aujourd'hui, vu qu'on n'est plus dans le cadre d'un projet, ou dans le cadre d'un appel à projet, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que fédérer le corps médical, c'est pas si simple aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a commencé d'abord par travailler sur de la prévention et de bien-être. C'est des choses qui aujourd'hui n'impliquent pas nécessairement des données médicaux qui sont pointus, on va dire, et qui permettent effectivement d'avoir des premiers leviers sur la santé des salariés, de pouvoir remonter aussi le travail sur des mesures, à remonter au niveau des entreprises pour voir l'impact de ces dispositifs de bien-être et de coaching. Il y a aussi le travail sur des secteurs, parce que vous avez des secteurs qui peuvent générer de la pénibilité, qui peuvent générer des pathologies. On a vu des expérimentations aujourd'hui sur le marché qui sont intéressantes, et notamment au niveau de la dentition. Je cite toujours cette expérimentation chez les boulangers, où effectivement il y a un assureur qui a identifié que les boulangers ont un vrai problème de dentition, parce qu'ils sont exposés à des produits dans leurs ateliers qui attaquent aujourd'hui leur dentition. Alors, effectivement, on voit qu'il y a un intérêt pour les boulangers de prendre soin de leurs dents, un intérêt pour l'assureur, effectivement, de travailler sur cette prévention et ces coûts dentaires. Et l'idée de ce POC, que je trouve très intéressant, et j'espère qu'il va passer dans un mode industriel, c'était de se dire comment mesurer l'exposition des boulangers à ces produits, et en fonction de cette exposition, mettre en place des outils de prévention. Ce qui fait que c'était intéressant, c'est que les les boulangers avaient en leur position une application qui permet, en fonction de leur exposition, d'adapter leur programme de prévention dentaire. Et notamment en utilisant effectivement une brosse à dents connectée, une application qui permet de coacher effectivement la pratique de cette brosse à dents. Ce qui fait, on voit qu'aujourd'hui, le gain pour un assureur, ce n'est pas nécessairement l'optimisation d'un contrat ou le pricing, c'est plutôt il y a des leviers directs aujourd'hui. J'en ai cité l'entreprise, où il y a un impact direct sur leur productivité et leurs coûts. Le salarié, où il a un capital santé à préserver. Effectivement, en jouant sur ces leviers qui sont la prévention, ça nous permet à tous, effectivement, d'être dans ce qu'on appelle, nous, le pari GDR, le pari gagnant-gagnant, en tout cas à date. Ce qui fait aujourd'hui, on a lancé la semaine dernière notre programme qui s'appelle Entreprise Territoire de Santé,
qui commence d'abord par mettre à disposition des services au niveau de l'entreprise qui lui permet effectivement de mesurer l'impact de l'absentéisme au sein effectivement de leur entreprise. Et derrière suit des programmes et des leviers, des services qui vont pouvoir jouer directement sur cet absentéisme. Et ces programmes vont toucher directement les salariés. Alors on va trouver effectivement des notions de coaching et des plateformes de coaching, mais on va trouver aussi des notions d'usage d'objets connectés pour la simple raison, c'est que depuis des années qu'on lance des programmes de prévention, on a un problème d'usage parce que les gens, c'est pas très pratique pour les gens d'aller saisir leur poids, ce qu'ils mangent, leur pas, des choses comme ça, parce qu'on ne le fait pas. Peut-être qu'on le fait la première fois, on télécharge une appli, on le fait la première fois, mais on ne le fait plus. Mais le fait d'être équipé et d'avoir un objet qui le fait pour vous, bah, ça facilite les choses et ça permet effectivement de voir directement les bénéfices. Voilà effectivement les travaux, les expérimentations qu'on monte. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi mature que d'autres secteurs comme l'automobile ou le secteur de l'habitat. Mais ce qui est important, c'est c'est avoir la confiance des personnes. Deux, de bien faire comprendre aux personnes que la data qui est récoltée n'est pas une data qui va être contre eux, mais c'est une data qui va être pour eux. Et qu'il y ait des moyens au-delà de la notion du pricing pour que tout le monde soit gagnant, comme je dis, que ce soit l'individu, que ce soit l'assureur ou que ce soit l'entreprise dans notre cas, qui est notre client direct. Merci. Alors je pense que ce qui est intéressant peut-être dans cette notion de prévention et les derniers mots évoqués, c'est le gagnant-gagnant. Je pense qu'au niveau de l'assurance, on est toujours un peu critique à dire qu'on paye trop d'assurance. Mais par contre, on y voit un intérêt assez évident sur le rôle que pourrait avoir l'objet connecté. Je pense par exemple à la voiture ou à d'autres exemples que tu as pu donner sur l'absentéisme ou l'entreprise d'un objet connecté. Il y en a un qui me vient à l'esprit que j'ai vu à Las Vegas aussi, une société française, on avait un petit peu parlé, qui est aux prémices. C'est une chaussure avec des capteurs de température qui était plutôt lancée pour les passionnés de randonnée et avoir un petit peu d'informations sur l'état de leurs pieds en fonction de la sortie. Et je me rappelle le PDG qui à Las Vegas venait d'avoir quelques heures avant mon passage la présence de Bouygues, qui s'intéressait de coupler des capteurs de poids qui permettraient, grâce à une chaussure d'un ouvrier, de savoir quelle était la masse de poids qu'il pouvait avoir pesé dans la journée et quelle était la manière dont il répartit cette charge. Parce que peser 80 kg d'un coup pendant 5 minutes ou avoir 10 kg toute la journée qui fait que vous avez porté 80 kg mais répartis sur la journée sont des éléments très intéressants et peuvent avoir des liens évidents, j'imagine, avec un objet qui pourrait avoir sa place en lien avec l'assureur sur, j'imagine aussi les conséquences d'absentéisme que ça pourrait engendrer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement l'objet qui est l'objet de l'intérêt va reposer sur quelque chose qui n'était pas forcément un vecteur évident. Lorsqu'on a un certain nombre de paramètres qui suivent des informations médicales, la chaussure n'était pas forcément ce qui serait venu naturellement à l'esprit. Or, on voit que c'est le moyen de récupérer un certain nombre de données, comme on le disait aussi au fil des échanges, de manière assez évidente et autonome. C'est un des enjeux aussi forts de l'objet connecté, de pouvoir récupérer ces données sans qu'on ait à les enregistrer, sans qu'on ait à les capturer et que ces éléments se fassent naturellement par l'utilisateur. Je pense que là, c'est un enjeu majeur qu'on peut retenir autour de l'objet connecté. Une autre notion qui est intéressante, c'est alors pour la notion de gagnant-gagnant, ce qui nous semble assez évident en tant que client assuré et assureur, c'est qu'en reprenant l'exemple que je prends souvent sur le capteur que vous avez sur une voiture aujourd'hui qui vous permet en cas d'accident d'enclencher une alerte immédiate des secours, on voit bien le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je crois que les assureurs se rendent compte que si les interventions se font dans les moins de 4 heures ou les moins de 6 heures, ils ont à payer beaucoup moins peut-être de décès ou d'invalidité qui coûtent cher à l'assurance. Et puis là, on voit bien en tant qu'assureur que ce gain, il est évident pour nous. On préfère ne pas être sauvé plus rapidement. Donc là, c'est une bonne illustration, je pense, de ce que peut apporter l'objet connecté ou un certain nombre d'objets dans ce lien avec les assureurs. Un autre point que je retiens qui est peut-être intéressant dans le lien entre la santé, et on le retrouve dans l'étude qui a été faite par le pôle SCS sur le livre blanc, lorsqu'il relie la santé et la maison dans l'analyse des potentiels de marché. En 2013, 150 millions et 2015 ou 2017, 500 millions. C'était ça, je crois. 2016, 500 millions d'euros. On voit que les deux, si je n'ai pas fait d'erreur, ont regroupé dans cette analyse la santé et la maison.
Et je pense qu'on le voit aussi bien avec cette brosse à dents, on le voit avec la boxe en Italie. Je pense qu'il y a un lien qui va peut-être se créer peu à peu entre ces deux marchés pour tout ce qui est le soin à domicile, parce que par définition, le domicile, c'est la maison, et le soin, c'est la santé. Et on voit naturellement, lorsqu'on dit soin à domicile, une synergie qui peut commencer à se créer entre deux mondes qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient quand même relativement déconnectés, peu en lien. Et je pense que la domotique et la santé sont des potentiels d'évolution de l'objet connecté assez intéressants. Avant de rééchanger un petit peu, il nous reste une petite demi-heure. Moi, je vais prendre une autre facette de ma casquette d'aujourd'hui pour vous présenter un tout petit peu une des actions que l'on mène aujourd'hui autour des potentiels des objets connectés en passant du grand public à l'industrie. Hop, je vais faire un petit lien. Tac. On peut peut-être prendre une ou deux questions, ouais, si vous voulez, le temps que je lance, je te passe le micro. S'il y a une question, non, peut-être par rapport à ce qui a été présenté déjà. Vous me facilitez pas la tâche, hein, vous voulez que je... Alors, hop, ça va être l'autre clé, la voilà. Tac. Alors, moi je vais vous présenter donc en juste 2 slides le CNRFID, puis un concept qu'on est en train de lancer qui sera inauguré le 19 juin à Rousset, qui est un centre d'expérimentation et d'usage qui a été créé, initié en collaboration avec le pôle SCS, qui s'appelle ConnectWave. Et en quelques mots, alors juste 2-3 slides, donc le CNRFID est un centre national qui a été créé par la DGE, donc le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a pour mission d'accompagner l'ensemble des offreurs et des utilisateurs des technologies RFID. Donc je n'entrerai pas dans ce détail technique sur l'ensemble des technologies sans fréquence, avec des potentiels d'application sur tous les marchés. Donc nous, on accompagne aussi bien tous les offreurs qui développent des solutions et tous les utilisateurs sur tous les marchés. Donc il n'y a pas un marché qui est épargné aujourd'hui dans ces potentiels, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, la santé, le loisir, le bien-être. Et on a un certain nombre d'actions pour accompagner tous ces utilisateurs. Donc on accompagne, on a un rôle important au niveau des normes. J'évoquais tout à l'heure la partie vie privée. On a été mandaté par la Commission européenne pour prendre la présidence du mandat sur la vie privée. Donc c'est le CNRFID qui a écrit en partie les recommandations liées aux impacts sur la vie privée des technologies sans contact et des choses qui sont en cours en ce moment. Et notre rôle est vraiment de former, d'informer et puis de répertorier l'ensemble des solutions existantes aujourd'hui. Je passe rapidement sur ces slides sur l'ensemble des actions qu'on peut mener. On a donc en nombre d'utilisateurs, nombre offreurs, tous ceux qui font de plus ou moins de la RFID de loin ou de près, et utilisateurs qui se développent de plus en plus avec principalement des grands groupes comme Air Liquide, Renault, Dassault, Airbus, vous voyez du Louboutin, Louis Vuitton, Disney, donc très, très varié. Je passe rapidement, ce n'est pas l'objet de ces slides-là. Et ensuite, vous présenter rapidement un petit peu ce que ce concept ConnectWave. En fait, c'est un lieu d'expérimentation et d'usage où on va vouloir justement présenter et transposer les objets connectés grand public à vocation et d'application industrielle. Notre mission est celle-ci. Elle a été lancée dans le cadre des 34 plans industriels de l'État sur l'objet connecté qui s'est transformé en objet intelligent, qui regroupe un certain nombre de plans, dont le plan service sans contact, auquel contribuait également le pôle SCS. Et donc c'est un lieu où on va accueillir, informer, former, échanger, communiquer, expérimenter et valider un petit peu un ensemble de solutions existantes autour du sujet. On inaugure le 19 juin, donc pour ceux que ça intéresse, on aurait plaisir à vous accueillir avec présence d'Axel Le Maire, la ministre, sur tous ces sujets. Et ça je passe, ça je viens de vous en parler. Et donc c'est un lieu où on va mettre en valeur, vraiment scénariser des produits. Donc je vous ferai une petite présentation d'une des applications qu'on pourrait trouver là-bas, mais elles seront nombreuses. On va vraiment mettre en scénario une application. On parlera peu technique, peu technologie, mais vraiment comment fonctionne cet objet. On présentera avant tout des applications qui sont abouties, ergonomiques. Donc la brosse à dents aura sa place sans problème. On échangera avec Thomas sur ce sujet-là. Et où on aura pour mission d'accueillir l'ensemble des industriels sur tous les marchés et montrer dans quelle mesure finalement cette brosse à dents qui n'a rien à voir avec le monde industriel pourrait avoir des potentiels d'application avec, comme je donne par exemple, un menuisier qui pourrait avoir une brosse spécifique et qui s'intéresserait de voir quelle est
la pression qu'il doit donner sur un type de bois par rapport à l'impact que ça aura sur son objet. Donc le rôle de ce centre, ce sera vraiment de transposer les usages et de s'adresser en découvrant des objets connectés qui n'ont rien à voir avec le vôtre, avec des applications qui pourraient vous concerner. Je prends souvent comme exemple le ballon de basket, un ballon de basket avec un certain nombre de capteurs dedans, qui est assez proche de cette approche, même si on est plutôt sur le loisir que le bien-être, mais avec tout cet aspect ludique qui a été créé, et des fonctionnalités bien ergonomiques, où on voit le nombre de dribbles, les inclinaisons, la vitesse, le nombre de shoots, et qui va créer, vous imaginez bien, tout un ensemble d'applications avec des réseaux sociaux. Et nous, cet objet a sa place dans ce centre parce qu'on va pouvoir le transposer à d'autres aspects industriels. Exemple, un pneu a finalement une approche assez similaire à un ballon. C'est un gros morceau de caoutchouc, très difficile de mettre des capteurs. On imagine mal des clés USB dessus, aller brancher l'objet et avoir, j'imagine avec l'assureur, des informations sur le nombre de rotations qu'il a pu faire, sur la distance de freinage éventuelle, sur le nombre de rechappages qui a pu avoir lieu. Ce sont des éléments intéressants. Donc c'est sur ce lieu qu'on pourra comprendre ces usages et transposer des valeurs et des applications. On pourra également tester, on aura toute la gamme des téléphones NFC disponibles pour pouvoir tester des applications. Et puis tout un lieu de sensibilisation, de formation. Autour de ce concept, on fera aussi des challenges. Donc on en a fait un premier qui était dans le cadre du challenge du sans contact avec BNP, la BPI, Carrefour, Gemalto, Orange, SNCF, le pôle SCS également. On a un autre challenge qui est en cours, dont les trophées seront remis le 2 juin, prochainement dans un colloque. Donc voilà aussi ce qui peut être animé autour de ce concept. Donc vous voyez l'évolution du centre qui est finalisé aujourd'hui et qui a pour vocation à la fois d'accueillir l'ensemble des sociétés pour comprendre ces objets et aussi de se déplacer sur l'ensemble des salons pour être lieu d'innovation des salons. Donc on a été au salon de l'objet connecté il y a 2 mois à Lyon, on sera au salon Carte en novembre, on était dans les prémices mais pas encore assez près pour ce salon et présenter un petit peu l'ensemble des usages. Donc ce seront des plateformes qui seront à la fois, qui accueilleront les sociétés et qui pourront se déplacer sur l'ensemble des salons pour présenter les applications. Un exemple d'application qui peut être présenté, donc on a par exemple sur place une armoire d'outils intelligents qui permet de voir les outils tagués, de savoir tout ce qui se trouve dans une armoire. Et là on imagine dans le monde de la santé des applications assez proches et ça existe, je pense qu'elle est présente ici avec des armoires de linge qui permettent de suivre le linge dans une unité de soins et savoir où en est le linge. On a le compteur gaz de Gaspard qui est en cours de déploiement, des compteurs, des tableaux électriques Legrand qui sont capables de se paramétrer avec le téléphone. Et un autre exemple qui peut être assez proche du monde dans lequel on est aujourd'hui sur la santé. Donc voilà comment se présenteront un petit peu les applications qui seront présentées là-bas. Où est-ce que je fais ma projection? Ça va être là. Tac. Donc on retrouvera à chaque fois un déroulé qui sera commun pour passer d'un plot à un autre dans un format qu'on aura pour habitude de comprendre, avec à chaque fois un petit peu quel est le contexte de cet objet, qu'est-ce qu'il était avant d'être un objet connecté, qu'est-ce qu'il va apporter, quels sont ses focus, quels sont ses enjeux, l'action de l'objet, les avantages qu'il peut apporter, les évolutions qu'on peut imaginer, et puis les autres marchés en termes de transposition et de cross-fertilisation qu'il va pouvoir illustrer. Donc on prend un suivi de température de produits critiques, de poches de sang ou de vaccins. Aujourd'hui, l'une des problématiques majeures, c'est de transporter ces produits du laboratoire jusqu'à la pharmacie ou au centre de diagnostic et d'analyse, avec tout un système de transport en conditions température contrôlée, avec la protection de ces vaccins-là, et souvent la problématique de savoir quelle était la température pendant le transport, depuis le moment où le produit a été packagé jusqu'à la réception par le pharmacien. Donc pour ceux qui connaissent, depuis plusieurs années, il existait des solutions qu'on mettait de manière aléatoire, avec la nécessité d'ouvrir le colis, de le brancher une fois arrivé chez le pharmacien sur un PC. Vous imaginez le pharmacien qui a la queue derrière, qui est en train de recevoir son colis. L'application est très contraignante. Donc l'idée, c'est d'utiliser justement une solution qui va pouvoir couvrir cette problématique de disposer de l'historique en temps réel et sans ouverture du colis, qui est un enjeu majeur pour pouvoir refuser un colis et avoir une vraie preuve de transfert de responsabilité entre le laboratoire, le transporteur et le client qui reçoit le produit. Anticiper les risques de perte, de pouvoir même réorganiser un transport en cas d'un produit qui aurait subi une température contraignante et plutôt continuer à la livrer, pouvoir retourner le produit suivant sa valeur, et limiter les coûts d'infrastructure, parce que vous imaginez qu'équiper 20 000 pharmacies en France d'un PDA pour lire
un colis une fois par semaine, c'est tout simplement inenvisageable en termes d'infrastructure hardware. Donc l'idée d'une solution qu'on a présente là-bas, c'est tout simplement de mettre un petit tag dans la boîte, quel que soit le colis que vous packagez, qui va être enclenché au moment de la préparation du colis, qui va enregistrer sur les échelles temps que vous souhaitez avec des gammes de température qui correspondent aux limites d'acceptation du produit. Et puis tout l'intérêt va être de cette solution, c'est d'avoir une grande autonomie, une réutilisation de ce tag à tout moment, aucune infrastructure nécessaire. La valeur réelle d'une solution comme celle-ci, c'est que demain, l'ensemble des pharmaciens, si ce n'est pas déjà aujourd'hui, seront équipés d'un smartphone NFC qui sera capable, sans avoir acheté le moins de PDA, sans avoir même téléchargé une application, de récupérer ces données en posant tout simplement le téléphone sur le colis, sans rien faire d'autre. Donc là, on retrouve une valeur extrêmement intéressante qui peut être présentée à travers ces technologies sans contact. Zéro paramétrage et maintenance qui sont extrêmement simplifiés, pas d'interface hardware, lecture-écriture, pas d'ouverture de colis, historique et preuve de responsabilité. Donc là, on était sur un contexte d'utilisation de suivi de température. Vous imaginez tout ce qui peut être fait avec des capteurs complémentaires à celui-ci, des capteurs de lumière, des capteurs de choc, de mouvement, de gaz, suivant les produits que vous envoyez, d'hygrométrie, suivant certains produits que vous auriez à transporter, et où on retrouve tout l'intérêt que peut avoir une solution sans contact, et le couplage avec ce qui va permettre beaucoup de choses, et qu'on a peu évoqué finalement aujourd'hui, mais qui est l'un des vecteurs majeurs du potentiel d'utilisation de l'objet connecté, c'est le téléphone, avec à la fois le Bluetooth, la NFC, le Wi-Fi, et toutes ces technologies sans contact, voire même d'autres technologies qui sont déjà extrêmement présentes dans le téléphone, que ce soit la caméra avec la reconnaissance vidéo, que ce soit différents capteurs qui sont très nombreux maintenant dans le téléphone. Et on a oublié d'évoquer que l'objet connecté tel qu'on l'imagine aujourd'hui repose, je suppose que ta brosse à dents, les données sont récupérées à partir de la tablette, comme tu le dis, ou du téléphone, pour pouvoir... Alors, l'intérêt énorme, c'est que vous voyez qu'à chaque fois qu'un objet est connecté et imaginé, il illustre assez bien, c'est que le téléphone permet de s'affranchir complètement de tout écran, de réduire considérablement l'intelligence, même si elle doit en avoir beaucoup à l'intérieur, mais en tout cas d'imaginer un grand nombre de coprocesseurs qui vont être plutôt dans le téléphone plutôt que les intégrer dans la je te laisserai la parole là-dessus. En tout cas, limiter les coûts, j'imagine, de cette brosse à dents pour avoir l'intelligence essentielle et récupérer tout ce qui va être ergonomie d'écran à travers le téléphone. Et là, c'est l'un des enjeux majeurs de l'objet connecté, c'est ce téléphone. Et donc, quand vous imaginez, et c'est ce qu'on retrouvera au sein de ConnectWave, cette plateforme, on a fait un lien avec un ensemble de capteurs, et après, on parlait santé avec suivi d'un produit pharmaceutique, mais vous imaginez assez bien la transposition qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs, avec tout le secteur du vin et spiritueux, tout le secteur du luxe, si vous transportez de la cristallerie ou des choses comme ça, tout le monitoring du transport, des produits dangereux, des produits fragiles, et là, on voit assez bien les transpositions. Ensuite, sur cette plateforme, donc ConnectWave, on aura vraiment un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire que cet usage, on ne sera pas seulement, comme je suis en train de vous le faire là, sur une présentation PowerPoint, mais votre capacité avec votre téléphone, avec l'ensemble des téléphones disponibles sur place, d'aller utiliser, d'aller tester ces applications et comprendre les valeurs qu'elles pourraient avoir dans vos métiers. Voilà un peu le lien. Je te laisse justement la parole sur ce sujet-là. Non, juste sur les termes d'architecture, le rôle du téléphone est effectivement central parce qu'on met dans le téléphone, c'est une sorte de concentré de toute l'innovation de la loi de Moore. Tous les ans, 2 ans, le téléphone absorbe tous les objets connectés, connexes, l'appareil photo, l'enregistreur. Enfin, grosso modo, il y a toute une génération d'objets connectés qui sont bouffés par le téléphone. Donc d'ailleurs, je dis quand je vois les entrepreneurs, vérifiez que vous n'êtes pas dans la roadmap d'un fabricant de téléphone parce que voilà, le téléphone fait de plus en plus de choses et continuera à faire de plus en plus de choses. Par exemple, aujourd'hui, votre téléphone capte sur les iPhones, vous capturez le nombre de pas, etc. Donc le téléphone d'à côté prend absolument tout. Et en termes d'architecture des objets connectés, donc il ne va pas prendre la brosse à dents, je suis rassuré, on ne se brossera pas les dents avec le téléphone, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'objets connectés qui sont en train d'être bouffés par le téléphone et de plus en plus l'économie du téléphone, parce que c'est une économie de centaines voire de milliards de pièces, c'est une économie qui avale tout sur son passage, hein. Et donc après il y a cette notion importante sur les objets connectés de où est-ce qu'on met l'intelligence, entre est-ce qu'on met l'intelligence dans le device et il est autonome, hein, est-ce qu'on met l'intelligence dans le téléphone et elle crée une dépendance sur le fait que le téléphone soit présent ou pas. Alors nous on a le téléphone dans la salle de bain, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à accepter.
pour les jeunes, oui, mais c'est pas toujours évident. Et puis après, est-ce que le processing ou la donnée se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, dans l'Internet? Il y a aucune réponse tranchée sur cette thématique-là. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des réponses effectivement générationnelles. C'est-à-dire que plus vous êtes âgé, et le terme âgé, c'est à partir de 20 ans, plus votre âge augmente, plus vous aimez les appareils autonomes. Plus vous êtes jeune, plus grosso modo vous considérez que votre téléphone effectivement doit même pas vous quitter dans la salle de bain, même pas vous quitter dans les autres endroits de la maison, plus ou moins privés. Mais on voit que pour une certaine population, par exemple on parlait des personnes âgées, etc., si cette brosse à dents n'est pas assez intelligente pour fonctionner toute seule, elle ne sera pas adoptée. Et donc là, il y a une sorte de biais entre les jeunes ingénieurs et puis les utilisateurs qu'on essaie de corriger, mais effectivement, le téléphone, on parle de l'évolution des usages, il rentre dans de plus en plus d'endroits, mais il reste adopté par 10, 20, 30, 50, 70, 80, 100% de la population en fonction de la tranche d'âge. Ça évoluera avec l'âge. Hein. Les gens qui sont rentrés sur Facebook quand ils étaient au collège américain, ils sont maintenant tous dans la vie active. Hein. Mais il y a quand même cet élément d'acceptabilité, et donc quelque part, ça crée des challenges réels pour les concepteurs d'objets connectés. Grosso modo, la démarche qu'on a nous, mais qui doit être la plupart de tous les autres, c'est pour le moment, on essaye de faire en sorte que le maximum d'intelligence soit sur le téléphone, et on construit des algorithmes qui sont à la fois basés sur la donnée collectée dans le cloud et sur le téléphone, pour pouvoir après les réintégrer, pour autonomiser l'objet et pour qu'il soit suffisamment intelligent pour être autonome. C'est une démarche qui est, en fait, pour des raisons d'adoption du produit, une démarche qui est utilisée assez fréquemment maintenant, sachant que les processeurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, le processeur qu'il y avait dans un téléphone il y a 2 ans, vous le mettez maintenant dans une brosse à dents, et il coûte quelques dollars, et donc, alors qu'il coûtait 25 dollars il y a 3 ans. Quoi. Des points à rajouter, non, éventuellement? Moi, je reviendrai surtout sur, on a parlé tout à l'heure de la domotique, et effectivement, c'est là où ça rejoint. Aujourd'hui, on parle plus d'objets connectés, mais on parle de la vie connectée. On peut imaginer demain les personnes âgées chez elles où tout est connecté. La facilité de rester, de travailler sur le maintien à domicile, vu que ça devient de plus en plus compliqué de trouver une maison de retraite. Et je pense que ces nouvelles technologies, cette vie connectée va permettre aux gens de pouvoir rester chez eux. Rester chez eux, ça veut dire vivre mieux, vivre plus longtemps, parce qu'on sait que les maisons de retraite, c'est plutôt des mouratoires qu'autre chose. Quand on rentre dans une maison de retraite, en moyenne, on a 2 ans de vie dans une maison de retraite. Et je pense que c'est une ouverture aussi sur le bien-être, vivre mieux demain. Et vivre mieux, quand je parle des personnes âgées, je parle de leurs enfants aussi. Parce qu'un des fléaux aussi en France, c'est ce qu'on appelle l'aide aux aidants. C'est qu'on a beaucoup de gens qui aident des parents, et que 40% de leur temps passe à aider leurs parents. Et je pense que le fait de pouvoir savoir que les parents vont bien, que effectivement chez eux ils sont protégés, ça va permettre aussi d'améliorer la vie de plusieurs personnes, que ce soit les personnes âgées ou les personnes effectivement qui aident ces personnes âgées. Ça me donne 2 anecdotes. Une première sur la propriété des données et la privacy. Nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette brosse à dents, elle pouvait aussi servir à aider dans les maisons de soins à vérifier que les personnes âgées du 4e âge, on leur brosse bien les dents, parce qu'on sait qu'avec la fracture du col du fémur, le fait qu'on perd ses dents, c'est en général un indicateur assez avancé de fin de vie. C'est un cycle très rapide. Perdre des dents, les petits-enfants ne viennent plus vous voir, vous perdez l'appétit. Enfin, il y a toute une série de... les dentistes vous expliqueront que c'est un vrai sujet plus large. Et quand on a parlé de la donnée, grosso modo, quand on vous dit avec cet objet, je vais pouvoir surveiller ce que font mes enfants, c'est à peu près acceptable. Si on dit qu'avec cet objet, vous allez pouvoir regarder ce que font d'autres personnes que vous connaissez, là, vous n'êtes pas du tout d'accord. Et inversement, si cet objet vous sert à surveiller que votre grand-mère ou votre grand-père, on s'en occupe bien, alors là, il n'y a aucun problème. C'est absolument un outil de... donc, c'est juste pour montrer que notre perception culturelle et sociale de à quel moment on a le droit de partager la donnée, par rapport à un cadre législatif qui est assez rigide, pourrait être un peu repensé à l'ère des objets connectés. Et on a vraiment besoin que ça soit le cas. Le deuxième, c'est la simplicité d'usage.
On n'a pas trop parlé des interfaces, on en a un petit peu touché, etc. Mais effectivement, la grande force qu'a pu avoir un Apple ou tous ces gens-là, c'est d'avoir rendu simple des choses qui étaient jusqu'à présent compliquées. Il y a encore d'énormes progrès à faire en matière d'interface. Et la manière la plus forte de faire des progrès en termes d'interface, c'est de prédire ce que la personne va vous demander. Et ça amène à un sujet qu'on n'a presque pas évoqué, mais que nous, on utilise systématiquement, c'est ces notions qu'on appelle de big data et de machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, les progrès qu'on fait sur les objets connectés vont de pair avec une révolution majeure qui existe aujourd'hui sur la capacité qu'on appelle intelligence artificielle, etc., de prédire à partir d'un grand ensemble de données des comportements ou des décisions que vous êtes amené à prendre. Et on parle des personnes âgées. La plupart des personnes âgées, ou la moitié des gens qui utilisent des objets connectés, ne lisent pas. Ils lisent bien sûr pas la notice, mais ils lisent même pas les messages qui sont sur le truc, ou ils ne peuvent pas lire, ou ils peuvent parce qu'ils sont trop petits, ou qu'ils ont des yeux, parce qu'il faut écrire, il faut lire quand c'est petit, etc. Et donc toute cette notion dans la conception des objets autour de la prédiction de ce que la personne va vouloir sur soit ce qu'elle dit, soit ce qu'elle fait, c'est un champ de recherche absolument phénoménal où les progrès sont quotidiens. Et là, on n'est pas nécessairement les meilleurs au monde. Les Américains ont pris une avance assez significative et on le voit dans un certain nombre d'objets ou dans la force d'un Google ou d'un certain nombre d'autres choses. Voilà. C'est peut-être deux tendances qu'on a un peu oubliées. Fabienne, un point à rajouter ou pas? Juste, je rebondis sur ce qui a été dit. Nous, on a des PME chez nous, des startups qui travaillent par exemple sur aussi la prédiction du comportement de la personne âgée. On s'aperçoit que si on analyse effectivement la vitesse de marche de cette personne, les différentes positions qu'elle peut avoir, etc., on peut effectivement prévoir qu'elle est en train de basculer d'une personne âgée ce qu'on appelle saine, ce que les médecins appellent saine, en personnes âgées qui va basculer vers la dépendance. Et c'est effectivement la prédiction, c'est aussi grâce à l'analyse du big data, smart data, etc. Ça permet effectivement de soigner et ça coûte moins aussi à la Sécu. Et c'est un exemple expérimenté chez nous, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon... Des questions dans la salle, non? Moi, je finirai juste par un petit point qu'on n'a pas abordé, qui me vient à l'esprit, c'est l'enjeu d'évolution des objets connectés pour un industriel. On se rend compte que transformer son objet en un objet connecté est peut-être une complexité importante dans la culture qu'on peut avoir. Alors, même transformer déjà, il y a un enjeu qui est lié à ça, qui existe déjà depuis quelques années, c'est passer du produit au service. Lorsque je reprends l'exemple du pneu, où Michelin, qui est un manufacturier depuis plus de 100 ans, fabriquait des pneus, aujourd'hui vend du kilomètre. Airbus, hélicoptère, pareil, qui ne souhaite plus vendre des hélicoptères mais vendre des heures de vol. Il y a tout un concept qui va autour de ça, qui est assez impactant dans l'organisation d'une entreprise, à la fois dans sa culture, dans son organisation, dans ses compétences, dans son métier. Et là, c'est un enjeu important aussi autour de l'objet connecté pour transformer, lorsque je reprends aussi l'exemple d'une armoire intelligente pour gérer des outils, un fabricant d'armoires qui était tout simplement un plieur de tôle, qui avait toute une organisation, une manufacture autour de ça, qui vendait une armoire peut-être 500 €, qui se vendra 5000 € demain. Soit elle est capable de vraiment prendre ce virage et transformer son entreprise, soit elle risque de mourir dans le sens où c'est plutôt une entreprise qui aura des compétences électroniques qui va être capable d'intégrer rapidement une manufacture de pliage de tôle. Donc dans le secteur de l'industrie santé, c'est un petit peu plus complexe, mais on pense peut-être plus à des objets, je sais pas, de tout ce qui est asset management au sein d'un hôpital, que ce soit des lits, je ne sais pas, tout ce qui peut exister dans ces manufactures. La transformation de l'objet connecté peut avoir des impacts importants au sein de l'organisation de l'entreprise, et ça, il est important de la découvrir aujourd'hui et de voir quelles seront les évolutions à imaginer au sein de l'entreprise. Voilà, je vous remercie à tous, on reste à votre disposition, c'est des questions plus individuelles et plus confidentielles à nous poser. Merci à tous.